Voilà, donc, alors bonjour et bonsoir. Selon le moment, vous allez visionner cette petite conférence, découvrir les 5 clés de l'éveil. Alors, je me présente très brièvement. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, jusqu'à enseignant depuis près de 20 ans dans le domaine du travail intuitif. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai été formé par un guérisseur qui s'appelait Ron Young, que j'ai suivi pendant 3 années. Et ensuite, j'ai suivi mon parcours à travers les années. Et j'ai donc fait plusieurs milliers de lectures intuitives sur des personnes ayant des problèmes de santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle ou spirituelle. Et il me fait donc plaisir de vous présenter cette conférence Découvrir les 5 clés de l'éveil. Alors, d'abord, donc, je vais vous présenter un petit peu la méthode que je vais proposer, qui va donc être un petit peu comme pourrait-on dire, le fil d'Ariane tout au long de la conférence. C'est la pleine conscience intuitive. Alors, ceux qui me connaissent me connaissent peut-être sous le nom de l'écoute imaginaire, l'approche que j'avais développée au départ, qui est devenue la pleine conscience intuitive, qui se veut justement d'utiliser le véhicule imaginaire pour voyager à l'intérieur de soi ou vers un partenaire. Alors, le véhicule imaginaire, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est ma capacité à utiliser ma conscience et à la déplacer dans mon corps pour être capable de constater que quand je fais des voyages à l'intérieur de mon corps, je vais capter des images, des sensations et des mots. Et ces perceptions-là que je vais capter, si je commence à communiquer avec elles, je vais constater qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui les anime, qui vont me répondre. Quand je le fais sur un partenaire, c'est exactement le même processus qui va se passer, c'est-à-dire que si je le fais sur un partenaire, je vais donc utiliser mon véhicule imaginaire pour voyager en celui-ci, et dans celui-ci, je vais capter des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à travers le voyage que je vais faire à l'intérieur de lui. Et si je commence à communiquer avec ces perceptions-là, de la même façon, il y a une forme de sagesse qui est présente et qui va communiquer avec moi. Et c'est cette communication qui me permet justement de pouvoir faire des échanges entre moi et mon partenaire. Donc la pleine conscience intuitive, finalement, c'est une façon d'utiliser l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling. En fin de compte, la pleine conscience intuitive regroupe tout ça puisque la pleine conscience intuitive permet de développer chacune de ces habiletés-là. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible de développer ces habiletés-là? Oui, bien sûr que c'est possible. Est-ce que c'est facile de les développer? Pas nécessairement. Ça demande évidemment une certaine pratique, ça demande une certaine volonté de développer l'outil. Si moi, par exemple, je suis un week-end avec moi, si quelqu'un suit un week-end avec moi, il va avoir les clés pour développer l'habileté. S'il s'arrête là et ne pratique pas vraiment, ben, il risque effectivement de ne pas aller chercher le maximum des compétences qu'il pourrait aller développer il pratiquait la méthode assidûment. Donc, il est donc possible de développer ces habiletés-là, donc qui s'apparentent aux démarches intuitives, et il est possible également de combiner ça, puisque la pleine conscience intuitive propose la combinaison de l'aspect intuition avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Donc, les techniques de soins, c'est finalement d'interagir avec l'énergie qui est en moi ou d'interagir avec l'énergie de mon partenaire pour le régulariser et l'équilibrer. Et en faisant cela, je vais donc constater qu'il y a donc des réactions qui vont se présenter en moi ou dans mon partenaire qui vont m'informer encore une fois de comment ma conscience réagit au fait que je cherche à équilibrer l'énergie vitale qui est en moi ou celle de mon partenaire. Alors, à travers ça, bien évidemment, il y a tout un processus de pleine conscience intuitive qui va en résulter, puisque quand je fais un soin énergétique, je ne le fais pas à l'aveugle, je le fais en étant attentif aux réactions et résistances qui peuvent se manifester en moi ou chez mon partenaire. Et la déprogrammation de la mémoire cellulaire va me permettre de pouvoir interagir avec ce que j'appelle la mémoire, c'est-à-dire que dans l'énergie vitale, il y a donc une certaine mémoire qui anime l'énergie vitale. Cette mémoire-là est associée donc à mon histoire de vie. Ça peut être à mon histoire de vie, à mon histoire familiale, donc à mes ancêtres, ou encore des mémoires d'autres vies. Et ces mémoires-là peuvent programmer mon énergie vitale et empêcher son plein déploiement. Et les techniques de déprogrammation vont me permettre donc d'effectuer un soin à ce moment-là. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire concernant donc l'introduction à la conférence Découvrir les 5 clés de l'éveil. Donc, c'était de vous présenter un peu la pleine conscience intuitive. C'était un peu l'objectif que j'avais en tête. Je vais juste vérifier sur Facebook que tout se passe bien. Alors bonjour à tous, hein, évidemment, je suis dans 2 endroits à la fois.
donc sur Facebook et sur ma salle virtuelle de conférence. Donc, évidemment, si je ne suis pas très bavard, je bavarde pas beaucoup avec vous, ne soyez pas craintifs, je suis là et je suis en train donc de vous présenter donc la conférence. Et évidemment, je tâcherai à la fin de répondre aux questions tant de la salle virtuelle dans laquelle je suis que sur Facebook. Alors, si ça vous dit, il y aura donc des démonstrations qui seront faites qui vous permettront de découvrir de quelle façon qu'on peut évidemment utiliser la pleine conscience intuitive de façon pratique. Donc voilà. Alors, c'était pour faire un petit coucou aux gens de Facebook. Donc, la conférence comme telle maintenant. Alors, pourquoi une conférence sur les 5 clés de l'éveil? C'est que je constate sur Facebook, justement, je m'amuse quelquefois à regarder les questions qui sont posées sur l'éveil, sur les symptômes de l'éveil, sur un tas de choses, en fin de compte, et je constate qu'il y a énormément d'informations qui existent actuellement par le biais de l'Internet, par le biais de Facebook, par le biais de plein de médiums, d'informations. Il y a énormément de circulation d'informations qui circulent. Puis en même temps, ça devient quelque part presque déracinant. Parce que quand on accède à plein d'informations qui sont presque, on pourrait presque dire théoriques, et qui sont presque des fois reliées à des croyances quelquefois aussi, hein, on affirme des choses sans les avoir vécues nécessairement, ça devient une espèce de brouhaha d'informations qui fait qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors sachez que je ne me perçois pas comme un être nécessairement éveillé. Hein, j'ai pas envie de me dire je suis éveillé, je suis pas éveillé. Vous allez me dire mais comment c'est ça que tu peux faire une conférence là-dessus? Mais parce que je pense que à travers les années, j'ai pu donc accompagner plusieurs milliers de personnes, comme je disais tout à l'heure, en faisant des observations intuitives de leur champ énergétique. J'ai rencontré des gens qui se disaient éveillés, des gens qui se disaient malades, des gens qui se disaient, bon, de toutes sortes de situations. Et ça me permet donc de vous présenter un regard là-dessus. Alors, c'est sûr que je vais vous donner une définition de l'éveil aussi. On va voir quelque part que 5 phases de l'éveil que je vais essayer de vous présenter tout au long de la conférence, qui vont vous permettre sans aucun doute de mieux vous positionner par rapport à cela. Alors, on est tous dans ce chemin-là de l'éveil, on est tous en quelque sorte éveillés en quelque sorte, hein. Puis, évidemment, on a des degrés d'éveil, et c'est ça qu'on va essayer de découvrir tous ensemble. Donc, la première chose, c'est qu'actuellement, je pense qu'on dit actuellement que l'être humain est dans un processus d'éveil global actuellement, et on peut certainement envisager que toute l'ouverture de la science actuellement est en train d'amener l'être humain à un autre regard sur lui-même. Il suffit de penser à la physique quantique qui maintenant démontre, hors de tout doute, hein, que notre champ énergétique, finalement, ben, quelque part, il existe. Hein. Maintenant, on n'est plus en train de se demander si l'aura est quelque chose qui existe. Il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a démontré que les cellules du corps absorbaient et réémettaient de la lumière. Donc, et que dans ce sens-là, on peut facilement envisager que notre corps physique donc, a un corps de lumière autour de lui qui est l'émission des cellules, du fonctionnement cellulaire. Donc, c'est quand même très intéressant de comprendre cela. Ça veut donc dire effectivement qu'on comprend aussi que en tant qu'être humain, on est tous reliés les uns aux autres. Alors, c'est toutes des notions, effectivement, qui sont maintenant soutenues par la science de plus en plus. Donc, ça amène vraiment déjà au niveau de notre conscience en tant qu'être humain, un autre regard sur notre réalité, puisqu'on comprend que maintenant la science démontre quelque part des faits qui étaient associés donc à la réalité spirituelle et qui étaient reconnus comme faisant partie de la spiritualité. Maintenant, la science est en train de démontrer que la spiritualité voyait juste, en quelque sorte. Donc, déjà en soi, ça fait un grand bond, ça permet à tous les êtres humains sur Terre de découvrir quelque part un autre paradigme que celui qui a été reconnu jusqu'alors. Donc déjà en soi, c'est un grand bond en avant et certainement que ça peut contribuer à permettre à la collectivité humaine de favoriser un éveil. L'autre élément dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est, je pense, la capacité que nous avons tous en tant qu'êtres humains d'avoir accès à de l'information. L'accès à l'information n'a jamais été aussi aisé par le biais de l'Internet. On peut à peu près fouiller à peu près sur l'Internet tout ce qu'on peut imaginer. On peut trouver de l'information. Est-ce qu'elle est juste l'information? Est-ce qu'elle ne l'est pas juste? Mais là, c'est une autre paire de manches. Il y a donc, on est dans un ère d'information, mais un ère d'information qui n'est pas nécessairement en liaison avec de la rigueur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux être envahi par de l'information constamment, mais cette information-là n'est pas nécessairement enracinée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement vérifiée, n'est pas nécessairement bien encadrée dans un contexte d'objectivité, d'information juste. Ce qui veut donc dire effectivement qu'on peut se laisser prendre dans ce mode de fonctionnement-là, où effectivement on peut aller chercher plein d'informations, mais l'information qu'on va chercher, comme elle n'est pas nécessairement vérifiée, ben, quelque part, elle peut nous égarer. Et aussi, l'accès à l'information fait qu'on peut avoir tellement d'informations. Je pense entre autres aux conférences en ligne maintenant. Il y en a tellement
qu'on peut assister, on peut passer nos journées entières à regarder des conférences en ligne et on peut donc avoir énormément d'informations qu'on reçoit, mais est-ce qu'on la digère, cette information-là? Est-ce qu'on arrive à l'enraciner dans notre propre vie? C'est une autre paire de manches. Donc, tout le processus d'éveil qu'on pourrait dire que la collectivité est en train d'effectuer actuellement, ben, on pourrait dire ça comme ceci, c'est que oui, la conscience est en train de s'éveiller parce qu'on commence à ouvrir notre conscience à un autre univers, une autre façon d'envisager la vie qui est soutenue par la science. Puis en même temps, toute cette ouverture d'information qui est présente, ben, elle ouvre la porte, évidemment, à ce qu'il y a plein de choses qui soient dites qui ne soient pas nécessairement encadrées dans une forme de justesse, comme je disais tantôt, ce qui peut entraîner donc ce que moi j'appelle une pollution d'information. Et ça, on va y revenir, puisque le processus d'éveil implique justement qu'on soit capable de retrouver une position d'alignement. La position d'alignement, c'est la capacité que j'ai de me retrouver dans une position où je suis capable de me connecter à l'énergie tellurique de la Terre et à l'énergie du ciel, donc dans une position d'enracinement. Et cette position d'enracinement, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? C'est qu'elle me permet d'aller reconnaître qu'en moi, j'ai une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est en moi, c'est-à-dire que mon corps est une antenne. Cette antenne est animée par la vie que la Terre m'apporte, par l'énergie cosmique que le ciel m'apporte, et que ces deux énergies-là font que mon antenne vibre, s'amplifie, et que parce que mon antenne vibre et s'amplifie, ben, je peux devenir donc davantage connecté avec qui je suis. Cette connexion me permet donc de développer davantage mon discernement, me permet davantage de reconnaître mes perceptions intuitives, mes inspirations, etc., et me donner un sentiment de plus grande maturité par rapport à ma propre capacité de regarder, d'observer quelque part qu'est-ce qui m'est donné comme information ou comme proposition. Donc, la première chose que j'aimerais peut-être vous parler, puisque je vous disais que justement cette position d'enracinement est vraiment fondamentale, c'est que dans le processus de l'évolution que nous vivons tous, il y a des phases d'évolution. J'avais envie de vous partager de ça pour commencer, parce que ces phases d'évolution-là nous permettent déjà de comprendre que tout être humain, quel qu'il soit, va passer par ces phases d'évolution-là, qui sont importantes, puisqu'elles vont se manifester comme ceci. La première étape de la phase de toute évolution humaine, c'est ce que j'appelle, moi, le choc. Le choc, c'est un changement de paradigme. On se lève un matin et on n'est plus la même personne. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a comme une transformation qui s'est faite de l'intérieur. Et cette transformation-là se manifeste à travers un choc qui peut, par exemple, être un accident de voiture, par exemple, qui va nous révéler, qui va nous faire prendre conscience de quelque chose, qui va nous changer à jamais. Il peut y avoir la mortalité d'une personne proche, il peut y avoir la maladie à travers ça, il peut y avoir diverses situations qui vont faire que moi, en tant qu'être humain, je vais me retrouver dans une position où ma vie va être transformée par quelque chose qui va être comme un choc, comme une expérience douloureuse, bien souvent. Et cette expérience douloureuse-là va m'amener effectivement à prendre conscience que je ne peux plus continuer comme je faisais auparavant ma vie. Je ne peux plus me comporter de la même façon parce que j'ai un état interne qui a changé en moi. Et le choc va souvent être quelque chose comme un genre de tsunami, pourrait-on dire, une grosse provocation dans notre vie, un tremblement de terre, pourrait-on dire, qui va faire que, d'une certaine façon, nous allons nous effondrer. Alors ça, c'est la première phase. Cette phase-là, elle est nécessaire parce que j'allais dans une certaine direction et à un moment donné, ma vie, ben, les portes vont se fermer, puis à quelque part, je vais rencontrer un mur, et en rencontrant un mur, ben, quelque part, je vais constater que je ne peux plus continuer à faire comme si ce n'était pas là, et là, je vais m'effondrer. Alors, c'est là que ça, c'est la première phase. Cette phase-là, évidemment, on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas très agréable, etc., mais en même temps, elle est essentielle parce qu'elle me permet de réorganiser ma structure psychique, ma structure énergétique par rapport à la réalité que je viens de vivre. Alors, si j'ai un gros choc émotionnel qui se vit là, une séparation par exemple, mais cette séparation ne sera pas agréable comme telle, c'est un choc. Sauf que ce choc-là va m'obliger à devoir faire une réévaluation de ma vie et de ce que j'ai mis dans cette relation-là pour amener donc un réajustement de ma conscience. C'est ce que j'appelle la position d'enracinement. Je vais me réenraciner à moi-même pour renouer contact avec qui je suis et reprendre contact avec quelque part du chemin que j'ai envie de prendre dans ma vie. Alors ça, c'est une deuxième phase. Donc, il y a le choc qui bouleverse. Ensuite, il y a une réorganisation qui me permet de me réaligner vers mes nouveaux objectifs, pourrait-on dire, suite à l'expérience de choc. Et il y a une troisième étape qui va finalement correspondre à ce que moi j'appelle l'apprivoisement, c'est-à-dire à partir du moment que moi j'ai réorganisé ma position par rapport au choc, bien inévitablement je vais commencer à mettre en place une nouvelle façon de me comporter.
une nouvelle façon de me comporter qui va finalement m'amener justement à apprivoiser la transformation que j'ai vécue en moi et de conclure un changement, donc d'actualiser un changement dans ma propre vie. Ça va être la troisième phase de l'évolution, de tout changement. Et ensuite, comme dernière étape, il y a l'intégration. L'intégration, c'est que j'intègre en moi le changement que j'ai reconnu en moi, que j'ai apprivoisé, je le conclus comme étant une réalité, et à ce moment-là, je peux donc l'actualiser d'une façon claire, nette et précise. Donc, vous voyez que ça, c'est les 4 phases de l'évolution que tout être humain allons expérimenter tout au long de notre vie. Et ces 4 phases-là sont intéressantes parce que si on regarde, par exemple, actuellement d'une façon collective, comment l'être humain fonctionne, on voit quelque part que, par exemple, au niveau de l'écologie, si on prend cet exemple-là, ben, le choc, à quelque part, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des catastrophes un peu partout dans le monde qui sont associées donc à une crise écologique. On reconnaît quelque part que la Terre est en train de nous envoyer des signes. Ces signes ont été des fois assez choquants, c'est-à-dire qu'il y a eu des situations, entre guillemets, des cataclysmes climatiques qui ont eu lieu, qui ont quand même été pas assez importants encore pour créer un choc vraiment important. Mais dans les endroits où ça a été vécu, sans doute que ça a entraîné donc des réflexions, des crises chez les gens qui l'ont subi. Mais encore là, on voit que le choc, c'est donc une expérience qui va nous amener effectivement à vivre une prise de conscience véritable. Actuellement, par rapport aux conditions climatiques, on pourrait presque dire que les chocs qui ont été exprimés jusqu'à maintenant n'ont pas été assez puissants. Même s'il y a des chocs, mais l'être humain n'a pas encore pris conscience que les chocs qui étaient là étaient irréversibles ou suffisamment importants pour amener l'être humain à une réorganisation. Alors, vous voyez que le choc qu'on rencontre dans notre vie, on en rencontre tous des petits chocs dans notre vie qui vont faire qu'on va pas des fois se dire, ah oui, c'est vrai que ça me gêne cette situation-là dans ma relation avec deux couples, par exemple, mais j'ai pas encore eu un choc assez puissant pour me dire, mais là, ça suffit, je ne peux plus endurer ça. Par exemple, malheureusement, on va attendre que la personne qui va nous tromper carrément, par exemple, d'une façon très, très forte, pour prendre conscience que cette relation ne nous convient pas. Alors, on a souvent ce besoin d'avoir un choc de cet ordre-là, un choc majeur qui va faire qu'on va avoir une transformation qui va se faire parce que justement, on va être dans une souffrance, une douleur, une urgence aussi qui va en résulter. Et je voulais faire référence à l'exemple du climat, hein, la crise du climat qu'on peut reconnaître. Hein. Je pense que la grande majorité des êtres humains reconnaissent cette position difficile qui se vit sur Terre à ce niveau-là. Mais encore là, on voit qu'il n'y a pas encore de transformations qui ont été faites véritablement, de motivations vraiment importantes qui ont été faites pour amener des changements à ce niveau-là, parce que justement, le choc n'a pas encore été assez important. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que pour évoluer, l'être humain a besoin d'un choc, un choc qui va souvent être un choc assez puissant pour comment dire, le fragiliser et l'amener donc à devoir finalement dire, ben là, je ne peux plus continuer comme ça, parce que si je continue comme ça, ben ça ira pas, je suis en train de risquer ma vie. Alors donc, souvent, il faut passer par des phases de cet ordre-là, et je pense que c'est ça un petit peu que l'être humain, on a tous à parcourir. Et l'éveil, ben, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe pour éviter justement d'attendre qu'un choc d'éviter que j'attende qu'un choc se manifeste parce que j'arrive à comprendre les subtilités des choses qui font que je peux déjà prévoir d'une façon plus claire, plus nette et plus précise le danger de choc qui pourrait en résulter. Et si un choc se présente, ben je suis à la limite pas surpris parce que j'avais déjà compris la réalité de ce choc-là qui était présente. Donc, la réorganisation, l'apprivoisement, le changement, l'intégration va se faire beaucoup plus facilement parce que je suis capable de me retrouver dans une position beaucoup plus ouverte avec moi-même. C'est intéressant de rappeler que la cohérence cardiaque, hein, qui est une technique finalement dans laquelle on apprend justement à respirer. Hein, je pourrais vous dire simplement qu'une façon de respirer, c'est le 3-6 que j'appelle. Moi, c'est inspire 3 secondes, 6 secondes d'expiration. Ça va favoriser la cohérence cardiaque. Il y a bien d'autres façons de faire. Mais la cohérence cardiaque, finalement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est qu'elle nous enseigne à constater que plus la cohérence cardiaque est présente, c'est-à-dire que plus le cœur est en harmonie avec le cerveau, qu'il y a donc une ramification nerveuse qui se fait entre les deux, puis qu'il y a une forme d'harmonie entre les deux, ben, plus c'est présent, plus on constate que le cœur devient plus souple. Plus souple, ça veut dire que je suis plus capable d'être dans une position de témoin. Et plus dans une position de témoin, ça me permet d'observer finalement qui je suis, ma vie, observer ce qui se passe autour de moi, être capable de réagir plus adéquatement. Alors que quand on est rigide dans notre cœur, bien évidemment, on n'est pas dans cette position de liberté de regarder la réalité objectivement. On est plus dans une position de stress où on a tendance à reproduire
notre histoire passée, par exemple, nos blessures, etc., dans le regard qu'on va porter sur la réalité. Et notre façon de réagir à cette réalité-là va être animée, colorée par cela aussi. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, bien évidemment, l'idée de la cohérence cardiaque est intéressante parce qu'elle ouvre la porte, entre autres, à cette compréhension plus importante de cette ouverture finalement que j'ai. Plus je suis dans une position de témoin et d'ouverture, plus je suis capable de mieux gérer ma vie et plus je suis dans un processus favorable à l'éveil également. Donc la pratique de l'enracinement également va amener aussi cette position-là de témoin. La pleine conscience intuitive repose sur le principe d'être un témoin qui observe qui je suis et qui apprend donc à discuter avec le personnage que j'ai créé à mon insu pour arriver à devenir de plus en plus conscient. Alors c'est ça un peu qui devient donc un élément fort intéressant dans le processus de la pleine conscience intuitive, d'être capable justement de s'accompagner dans un processus d'évolution qui va m'amener à constater quelque part que dans ce processus d'évolution-là, ben, je vais pouvoir moi m'accompagner plutôt que de subir à quelque part ce qui se passe dans ma vie, d'être capable de me tendre la main pour comprendre ce qui se passe en moi. Et si je le fais sur un partenaire, ben, de l'accompagner, de comprendre ce qui se passe en lui. Alors, c'est certain que c'est une problématique intéressante, surtout quand on parle de l'éveil, puisqu'on a énormément d'informations autour de l'éveil. On parle souvent de qu'est-ce que c'est qu'un éveil spirituel. Alors, j'ai choisi donc de vous parler de ce que Laura Marie, que vous connaissez peut-être, avait fait sur les 21 symptômes de l'éveil spirituel. J'ai choisi ça parce que je ne voulais pas aborder les symptômes de l'éveil spirituel en tenant compte, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler la psychiatrie ou même de Stanislav Grof avait fait une charte pour développer un petit peu ce regard sur l'éveil spirituel. Et il le faisait en reconnaissant qu'un éveil spirituel n'est pas toujours une expérience évolutive et positive. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, l'éveil, lorsqu'il n'est pas bien compris, lorsqu'il n'est pas bien cerné, il peut nous amener vers la folie, il peut nous amener vers des problèmes psychiatriques. Il ne faut pas se leurrer, c'est une réalité. Moi, ça fait quand même plus de 25 ans que je pratique et j'ai constaté malheureusement qu'il y avait des gens qui avaient vécu des expériences spirituelles et qui les avaient comme, parce qu'elles n'avaient pas été gérées, ben, ça a amené ces personnes-là, effectivement, à se perdre dans leur brouillard inconscient, pourrait-on dire, et ça les amenait à s'éloigner justement de l'éveil, mais davantage se retrouver dans une position où ils perdaient leur propre équilibre psychologique. Alors évidemment, donc, je vais essayer de vous parler de ces 21 symptômes dont elle parle, en amenant un petit peu mon point de vue, mon regard sur chacun d'eux. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va faire. Puis ensuite, je vais vous présenter donc les 5 phases de l'éveil qui sont pour moi fort importantes concernant cette démarche-là. Donc, le premier symptôme de l'éveil spirituel, c'est le sentiment que quelque chose a changé en nous. Alors ça, c'est quelque chose dont je voulais parler tantôt, c'est-à-dire que tout être humain, un jour ou l'autre, va constater qu'à l'intérieur de lui-même, il évolue. Alors, il y a des gens qui sont très conscients de ça. Il y en a d'autres qui sont moins conscients que cela. Sauf que la physique quantique met aujourd'hui en évidence qu'on est tous faits d'énergie et que le corps n'est jamais figé d'une façon physique et terrestre. Il est toujours en mouvement. Ça veut donc dire qu'à chaque jour, à chaque instant, je suis en évolution, je suis en processus de réorganisation dans ma vie en fin de compte. Maintenant, qu'est-ce qui fait quelque part qu'on va associer ça à un symptôme de l'éveil? C'est que le sentiment que quelque chose a changé en moi est devenu très important. Dans un contexte d'éveil, quand on se lève un matin puis qu'on se dit je ne suis plus la même personne, il s'est passé quelque chose en moi qui fait que tout ce que j'aimais hier, je ne l'aime plus aujourd'hui, par exemple, ben finalement, ça veut donc dire que je suis en crise. Ce qu'on pourrait appeler une crise transpersonnelle ou une crise spirituelle. C'est-à-dire que je ne suis plus capable de faire comme si rien ne s'était passé. Je suis obligé de constater que je suis en train de vivre un changement et que ce changement-là, ben, je ne peux pas quelque part passer à côté. Alors, vous voyez que le symptôme de l'éveil spirituel, c'est là qu'il se passe, puisque chacun d'entre nous, nous pouvons tous dire à un moment donné, oui, j'ai le sentiment que quelque chose change en moi. Mais le processus d'éveil spirituel va vraiment impliquer que ce changement-là est devenu tellement important qu'il m'amène à changer, à chambarder ma vie, à réorganiser ma vie, à plus me sentir confortable avec le style de vie que j'avais parce que je me retrouve plus dedans. Alors ça, c'est un premier symptôme qu'on va remarquer également donc, dans le processus de l'éveil. Le deuxième, c'est la prise de conscience de vos anciens comportements destructeurs. C'est-à-dire qu'on devient conscient qu'il y a des façons de fonctionner que j'avais qui ne me convenaient pas et que je n'ai plus envie de poursuivre. C'est un peu comme un détachement. Je n'ai plus envie de nourrir ces comportements-là. Ça ne me parle plus. Je ne suis plus en résonance avec eux. Je ne vois plus d'intérêt à les nourrir. Donc ça, c'est un autre élément qu'on va retrouver dans un processus d'éveil spirituel. Et ça s'explique comment tout ça? Mais ça s'explique par une forme de maturité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, sans que je le sache,
en quelque part, il y a une évolution qui se fait en moi. Et cette évolution fait qu'à un moment donné, je me lève un matin et je sens qu'il y a eu un changement qui s'est fait en moi. Ce changement-là, c'est une construction qui s'est faite à mon insu et qui est devenue tellement forte que j'en arrive à me dire, je ne peux plus continuer comme avant. Je suis obligé de constater que je suis une nouvelle personne. Et c'est là qu'on peut parler, on pourrait se dire, mais pourquoi ça arrive à ce moment-là? On pourrait dire que c'est comme une forme de maturité. C'est-à-dire que moi, à un niveau inconscient, j'ai développé une certaine maturité. Et cette maturité fait qu'aujourd'hui, je peux effectivement reconnaître que j'ai des comportements qui sont destructeurs, que je n'ai plus envie de nourrir parce qu'ils ne me conviennent plus. Et ça, c'est vraiment relié à une transformation qui s'est faite sans que je le sache, sans que je le veuille, même à la limite. Ça s'est comme imposé à moi en quelque sorte. Le troisième, euh, le troisième symptôme, ne plus se sentir en adéquation avec son ancien entourage et ressentir le besoin fort d'être seul ou avec de nouvelles personnes, plus en alignement avec ce que l'on est devenu. Alors, c'est certain que plus j'apprends à reconnaître que je suis moi et que ce moi-là a changé, bien inévitablement, la résonance que j'ai avec mon entourage ne sera plus la même. Et c'est possible que ce changement de résonance-là va faire que moi, je n'aurai plus envie de nourrir la même relation que j'avais avec certaines personnes parce que je me sentirai plus en adéquation. Je vais vous donner un exemple de ça d'une cliente qui était venue me voir. Bon, quand elle est venue me voir, c'était une de mes clientes premières que je connaissais très bien qui m'avait dit, j'ai une sœur qui a des gros problèmes, on va devoir l'amener en psychiatrie si on n'arrive pas à régler son problème qu'elle vit. Et cette personne-là, donc, est venue me voir. Et ce que j'ai pu constater chez elle, dès le début de la lecture, c'est que j'ai vu apparaître une femme qui était une genre d'amérindienne qui se présentait à moi et qui me disait, je veux tuer tous les hommes. Alors, cette femme-là qui me disait qu'elle voulait tuer tous les hommes, qui est une Amérindienne, bien évidemment, elle avait donc une certaine forme de souffrance. Pour me dire une chose pareille, c'est que je me suis dit, bon, si elle veut tuer tous les hommes, c'est qu'elle a sûrement une bonne raison. Hein. Vous savez, on a tous des bonnes raisons pour absolument affirmer un truc pareil. Alors, j'ai demandé pourquoi elle me disait ça. Et donc, dans le monde subtil, cette femme-là, cette Amérindienne-là, m'a expliqué qu'elle avait été violée, tuée, bon, par des gens qui étaient très proches d'elle, qui étaient des hommes, et qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'on ait pu y faire un tel affront, et elle était très en colère. Et cette femme-là, finalement, elle me disait qu'elle était très en colère, puis qu'elle était là pour apporter à la cliente sa capacité à renouer contact avec la colère, comme si elle n'avait jamais été en colère de sa vie. Alors, le parcours de la lecture s'est poursuivi, et ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand on a pris le temps de regarder l'histoire personnelle de ma cliente, on a constaté que c'est une femme qui avait été, elle avait eu un père dominant, elle a eu un mari dominant, elle s'est retrouvée dans un milieu professionnel d'hommes dominants. Alors, vous voyez qu'il y avait comme une série de, 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 de situations, de répétitions, qui l'avaient amené donc à fonctionner d'une certaine façon. Et cette façon de fonctionner-là, ben, quelque part, elle a pu le vivre pendant un certain nombre d'années. Elle avait peut-être une cinquantaine d'années quand je l'avais vue. Donc, pendant une cinquantaine d'années, elle a fonctionné avec cette façon de fonctionner. Puis à un moment donné, sans qu'elle le sache, elle a commencé à développer un écœurement de ça. Et ça, elle n'était pas consciente quand elle est venue voir. C'est à travers la lecture qu'on a pu constater. Et que l'écœurement s'est manifesté de quelle façon? Il s'est manifesté par le fait qu'elle n'arrivait plus à sortir pour aller travailler parce qu'elle avait l'impression que tous les hommes, dès qu'elle sortait dans la rue, elle avait l'impression que les hommes la regardaient et la déshabillaient des yeux, à un point où elle se sentait complètement nue et elle ne parvenait plus à faire face à ce regard-là. Vous allez me dire, ben, elle était devenue, elle avait des problèmes psychiatriques, cette femme-là. Mais ce que je vous dirais, c'est que subtilement, cette femme-là, c'est toute la notion du respect. Cette femme-là a été confrontée à être obligée de ne pas se respecter. Son père ne lui a pas enseigné le respect, son mari ne lui a pas enseigné le respect, son milieu professionnel a simplement continué dans cette même lancée-là. Et cette femme-là, quelque part, ben, n'avait pas connu d'autre chose que ça, donc elle ne s'était pas respectée elle-même. C'était normal, ça faisait partie de son personnage, pourrait-on dire, de ne pas se respecter. Sauf qu'avec le temps, ben avec le temps, l'être humain évolue, mature, sans qu'il le sache quelquefois. Et cette femme-là a atteint à un moment donné une saturation en se disant, je me respecte, je n'ai plus envie de me faire dévisager, je n'ai plus envie de ne pas me faire respecter, j'ai plus envie quelque part qu'on me regarde comme si j'étais de la chair, etc. Et là, ça a donc amené cette personne-là à avoir cette espèce de réaction inconsciente où elle se disait, je ne peux plus sortir dans la rue parce que les hommes me regardent, j'en veux plus. Mais comme elle n'avait pas exprimé sa colère, comme elle n'avait pas exprimé sa puissance,
de dire j'en ai assez, j'en en veux plus, puis elle est tombée dans une position de victime. Et quand j'ai fait la lecture intuitive de cette femme-là, avec cette fameuse amérindienne qui était dans son champ énergétique, qui disait qu'elle était là pour lui enseigner de se mettre en colère, c'était une façon, quelque part, de dire, ben oui, je suis là pour te donner l'opportunité de renouer contact avec ta puissance et ta force. Et puis pour moi, ce que je vous raconte là, pour cette cliente-là, c'était un processus d'éveil qui s'effectuait. Elle se donnait à ta mission de se réapproprier un pouvoir et une force qu'elle n'avait jamais osé se donner. Et cette femme amérindienne-là était là pour lui transmettre effectivement ce pouvoir qu'elle ne s'était jamais donné. Alors, vous voyez que ça, c'est une expérience spirituelle d'éveil. Hein, cette femme-là s'est éveillée à quelque chose dont elle n'était pas consciente et qui l'amenait donc à pouvoir se relever debout puis à reconnaître qu'elle avait envie maintenant de se respecter, de s'apprécier, de s'aimer et que toute sa vie allait inévitablement être chambardée parce qu'elle ne pourrait plus poursuivre ce qu'elle avait entrepris jusqu'alors parce que ça ne correspondait plus à sa réalité. Donc, c'est un petit peu un exemple que j'avais envie de vous témoigner pour refléter un peu les trois premiers symptômes qu'on a vus ensemble. Le quatrième, c'est ne plus supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est la superficialité? Qu'est-ce que c'est que l'authenticité? L'authenticité, évidemment, c'est relatif, hein? Mais c'est certain que quand je suis dans un processus d'éveil, je reconnais quelque part qu'en moi, il y a quelque chose qui me lie à une forme d'authenticité et de vérité. J'ai envie d'être vrai avec moi-même et j'ai envie d'être vrai avec les autres. On vit dans une société qui, malheureusement, ne favorise pas cette authenticité-là. C'est curieux à dire parce que on est en 2019, on est dans une société, quelque part, où la communication n'a jamais été aussi importante par l'Internet et tout ça, plein de voies de communication comme jamais. Puis en même temps, l'authenticité n'est pas quelque chose de favorisé. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui serait vrai, qui serait authentique, on pourrait presque lui dire, mais tu es un con d'être authentique et d'être vrai, parce que tu es authentique et tu es vrai, tu te fais avoir parce que les gens, eux, essayent te mentent, et comme ils te mentent, ils te manipulent, et puis toi, tu devrais faire exactement la même chose pour te protéger d'eux. Alors, vous voyez, ça, c'est un peu le discours qu'on va entendre fréquemment dans les discours que vous pourriez même avoir entre vous, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fréquent de ne pas valoriser l'authenticité et de valoriser à quelque part, bon, évidemment, ben, dis pas la vérité, c'est toujours mieux de pas dire la vérité. Tu sais comme moi, quelque part, que si tu dis la vérité, ça t'affaiblit, les gens vont voir quelque part qui tu es. Bon. Il y a plein de discours comme ça qui mettent en évidence combien on a appris, nous, à en mentir. Il suffit de regarder la télévision, par exemple, ou même les publicités en général. Il n'y a aucune publicité qui va vous dire ce produit est nul, ne l'achetez surtout pas. Hein, on va toujours finalement valoriser un produit pour le vendre, même si le produit est nul, puis qu'il ne vaut pas la peine d'être acheté. Donc, on comprend ici que la notion de mensonge et de superficialité, elle existe actuellement dans le monde parce que justement, on a appris à valoriser énormément bon, les valeurs sociales, hein, c'est d'avoir bon, d'avoir réussi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir réussi? C'est d'avoir donné l'impression qu'on a réussi, c'est d'avoir donc un certain nombre de biens matériels, une certaine abondance financière, etc. Donc, à quelque part, la superficialité, c'est là que ça repose, hein, sur la valeur marchande, hein, de l'être humain que nous sommes, qui fait qu'on va dire, mais cette personne, elle a réussi, celle-là n'a pas réussi. Mais qu'est-ce qu'elle a réussi, qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi? Hein, c'est la question qu'on peut se poser. Et cette authenticité-là, bien évidemment, nous met en contact avec une vérité, ma propre vérité. Et cette propre vérité implique que j'ai des valeurs qui me sont propres à moi, qui font que je vais donc développer une vie en accord avec ce que je ressens et qu'est-ce que je suis. Ça ne sera peut-être pas en accord avec ce que la société me donne. Alors, c'est ça un peu que ce quatrième point explique, justement. Le cinquième symptôme, c'est le sentiment de tristesse, voire même de dépression très profond face à la souffrance du monde. Alors, évidemment, c'est un élément qui peut être très présent par rapport au fait qu'en tant qu'être humain, on constate qu'il y a une souffrance dans le monde et que cette souffrance dans le monde fait que moi, en tant qu'être humain, je me retrouve dans une position où je sens une certaine forme d'impuissance. Cette impuissance, c'est que je me rends compte à quelque part que la société n'est pas faite d'une façon juste, n'est pas faite d'une façon juste tant entre les êtres humains que par rapport à la façon qu'on gère la planète, qu'on gère les animaux et tout ça. Donc on comprend évidemment ici qu'il y a une forme de souffrance qui se vit à ce moment-là, et cette souffrance-là nous amène à poser un regard justement sur ce que nous, on croit être juste par rapport à ce que la société nous donne. Alors, c'est certainement là qu'effectivement, on a un sentiment de tristesse ou même de dépression parce qu'on voit bien qu'il y a une forme d'impuissance qui va en résulter en tant qu'être humain et que dans ces sens-là, ben, on va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer les choses? Et c'est là que l'éveil
devient ce que moi j'appellerais un être actif, c'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience que s'il s'éveille, il peut devenir un participant dans le monde et il peut donc amener aussi des changements dans le monde en devenant donc un messager, pourrait-on dire ça comme ceci, qui va avoir envie donc d'amener une transformation dans le monde. Et c'est ça quelque part qui est beau hein, dans l'idée d'un éveil. Hein. C'est que l'éveil, bon, on pourrait envisager qu'un éveillé va se mettre sur un sommet d'une montagne puis va méditer 24 heures sur 24, mais d'autres êtres éveillés qui sont engagés et qui ont envie effectivement d'amener les changements dans le monde et de faire des actions dans ce sens-là. Alors je pense que c'est ça un peu que cela met en évidence ce cinquième symptôme. Donc voilà. Le sixième point que j'aimerais donc vous parler, c'est ressentir le besoin de faire le bien autour de soi et pour le monde. Alors évidemment, ça ouvre la porte évidemment à l'idée que moi, j'ai envie d'être bien avec moi, puis j'ai envie que les gens soient bien autour de moi. Donc j'ai envie effectivement de faire des actions pour amener donc une forme de communauté à se construire. Et cette communauté-là, ben, elle repose justement sur l'idée qu'on puisse se tenir par la main et qu'on puisse effectivement être vrai, authentique et avoir des échanges et d'avoir une collaboration, d'avoir une certaine forme de compassion aussi pour que tout ensemble nous puissions être heureux. Alors ça, je pense que c'est un autre élément qui est très, très important dans toute la démarche de l'éveil, hein, c'est d'être conscient quelque part qu'encore une fois, j'ai envie en tant qu'être éveillé de participer à un monde meilleur et cette participation peut m'amener donc à vouloir faire des actions qui vont être significatives pour favoriser cette transformation, pour collaborer, pour échanger, pour partager, ne pas être simplement passif dans ce processus-là, mais de contribuer véritablement d'une façon réelle. Le septième symptôme, c'est la recherche de sens dans notre vie. Alors ça, c'est bien sûr quelque chose d'évident euh, que je viens de nommer avec ce que j'ai nommé dans les points précédents. C'est évident qu'on devient quelque part désireux de donner un sens à notre vie puisqu'on ne peut plus envisager de travailler comme on le faisait auparavant, par exemple. Si ce travail que l'on faisait ne donnait pas de sens à qui nous étions, on a envie de renouer contact avec quelque chose qui va nous parler, qui va nous donner le sentiment qu'on est utile, qu'on a de la valeur et que ça répond à nos critères, je dirais, humains, hein, qu'on a envie de mettre en avant maintenant. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Le huitième symptôme, c'est l'hypersensibilité. Alors, c'est sûr que l'hypersensibilité, on en parle actuellement à plusieurs niveaux, mais c'est certain que l'être éveillé peut développer donc une sensibilité envers lui-même et envers les autres qui devient de plus en plus importante, qui touche un peu l'intuition. C'est là que la pleine conscience intuitive, je pense qu'elle devient importante parce que la pleine conscience intuitive permet justement de ne pas simplement se laisser envahir par les émotions, mais elle nous permet donc d'être capable d'interagir avec les émotions, de communiquer avec elles pour être capable de comprendre la raison d'être de chacune d'elles et de comprendre que notre personnage est animé par une conscience émotionnelle et que la pleine conscience intuitive me permet, moi, de collaborer avec ce personnage qui est moi et de faire en sorte que je sois plus en harmonie avec la dimension émotionnelle qui est en moi. Alors c'est ça qui va faire que je vais être capable de devenir moins hypersensible, puisque l'hypersensibilité va m'amener souvent, parce que je suis dans un processus d'éveil, ça va souvent m'amener dans une position de déracinement, parce que l'éveil va me déraciner souvent malheureusement, parce qu'il va me rendre trop attentif, trop sensible à ce qui se passe autour de moi. Et c'est pour ça que c'est si important que cette position de verticalité que la pratique de l'enracinement va nous donner, va se développer, doit être développée. Et c'est souvent ça qui arrive avec l'éveil. Hein. L'éveil, finalement, Stanislav Grof, qui est un psychiatre, avait beaucoup mis en évidence cette notion de crise transpersonnelle, de crise spirituelle, qui implique justement une crise. Alors, une crise n'est pas quelque chose qui se vit toujours si facilement que cela, et ça implique aussi quelquefois qu'on devient déstabilisé à un point tel dans notre vie qu'on n'est plus capable de fonctionner. Je fais référence à la dame dont je vous ai parlé tantôt, qui n'était plus capable de travailler, qui n'était même plus capable de sortir dans la rue parce qu'elle se trouvait constamment envahie par le regard extérieur. Donc, vous voyez que l'hypersensibilité, c'est une situation justement qui nous indique à quelque part qu'en dedans de nous, il y a des changements qui se font, mais on n'est pas parvenu à s'équilibrer par rapport à ceux-ci souvent. Et c'est ça qui va c'est là que la pleine conscience intuitive va devenir un élément assez intéressant, puisque ça va me permettre donc d'être davantage compréhensif de ce qui se passe en moi, et la déprogramation et les soins vont me permettre donc de favoriser une circulation énergétique plus importante à ce niveau-là. Le neuvième symptôme, c'est créativité et inspiration accrue, besoin de réaliser ses rêves. Donc, on va toujours un peu dans le même sens que des différents symptômes que j'ai vus tout à l'heure. Alors, évidemment, on se sent
dans un processus d'éveil, donc on se sent dans un processus où on a des aspirations, on a même le sentiment d'une mission de vie qui apparaît en nous. Et c'est là que la créativité, l'inspiration, le besoin de réaliser ses rêves, c'est vraiment d'avoir le goût de réaliser une vie en accord avec ce que nous, on est profondément et ce qu'on a envie d'amener sur la planète Terre de significatif. Alors c'est là que ça va se manifester beaucoup à travers ce 9e symptôme-là. Le 10e, c'est qu'être de savoir qui vous êtes réellement et d'être enfin vous-même. Alors évidemment, ça touche encore bien la pleine conscience intuitive. Qu'être de savoir qui nous sommes réellement, c'est de bien comprendre qu'on est un personnage. Moi, je suis né Sylvain Bélanger, mais ce que je suis devenu en tant que Sylvain Bélanger, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est quelque chose qui s'est comme à quelque part manifesté, qui s'est comme réalisé à travers le temps, et qui fait que moi, en tant qu'être pratiquant la pleine conscience intuitive, je peux apprendre le temps d'accueillir et d'accompagner le personnage qui est Sylvain Bélanger pour apprendre à le connaître, apprendre à connaître comment il fonctionne, à comprendre son histoire de vie, à comprendre les relations avec son histoire familiale, à comprendre les résonances avec des mémoires d'autres vies qu'il peut vivre. Donc tout ça va me permettre donc de développer une connaissance de mon être qui va faire que je vais être capable donc de tendre la main vers qui je suis pour me permettre donc de m'accompagner et d'évoluer et de grandir et d'être enfin moi-même. Qui est-ce que c'est qu'être enfin soi-même? C'est l'être qui se libère de ses programmations, de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale, des résonances avec des mémoires d'autres vies, pour enfin trouver l'essence de qui je suis, c'est-à-dire l'essence lumineuse de qui je suis. Et c'est ça un peu qu'on va chercher à faire dans un processus d'éveil. Mais évidemment, pour que l'éveil puisse se faire dans ce processus de lumière, bien, il faut effectivement un travail sur soi. Il faut un travail de connaissance de soi. Et souvent, on a l'impression que parce qu'on s'éveille, on n'a plus besoin de connaître qui on est. Il y a des gens qui vont souvent même dire quelque part qu'on est ce qu'on est, puis ils vont mettre l'emphase sur l'idée d'être présente à eux tout simplement, sans passer par le processus de connaissance de soi. Et le processus de connaissance de soi, maintenant, quand on regarde les grandes traditions spirituelles, on parle tous de cette nécessité, quelque part, d'arriver à développer cette connaissance de soi et de comprendre que le personnage qui est là, ben, effectivement, si on interagit avec lui, ben, on apprend à le reconnaître, on apprend à le découvrir, et que plus on le découvre, ce personnage-là, plus on le libère, puis plus on le libère, mais plus on accède justement à notre essence fondamentale. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans la pleine conscience intuitive également. Le onzième symptôme, c'est intuition accrue et désir de se reconnecter à soi-même. Alors, l'intuition accrue. Alors, mais évidemment, je vous le dis, pour moi, l'intuition accrue, c'est quelque chose qui se développe. On peut parler d'intuition, bien sûr, on peut se dire intuitif, mais si on connaît comment fonctionne le processus intuitif, on va augmenter notre développement intuitif. Je peux vous en parler parce que quand j'ai commencé, moi j'avais une grande facilité dans le développement intuitif et j'ai constaté qu'il était possible d'augmenter cette habileté-là, même si j'avais une facilité, pour aller plus loin. Pour la simple raison que quand on comprend les mécanismes permettant cela, ben, on peut arriver justement à donc développer une intuition encore plus importante. Et dans ce sens-là, bien évidemment, plus l'intuition est présente en moi, plus je peux apprendre donc évidemment à me reconnecter avec qui je suis, puisque j'ai comme appris donc à faire confiance à mon essence fondamentale, puis surtout à ne pas me laisser égarer par tous les mécanismes inconscients qui peuvent être en moi, qui peuvent m'empêcher justement d'être en harmonie avec qui je suis véritablement. Alors c'est pour ça que la pleine conscience intuitive va être un atout à ce moment-là particulièrement intéressant dans cette application-là. La 12e symptôme, c'est l'augmentation des coïncidences et des synchronicités dans notre vie. Donc, évidemment, ici, l'augmentation des coïncidences, moi je dirais ça comme ceci, c'est que l'éveil va faire que je vais être davantage connecté à ce qui se passe dans ma vie. Alors, ce qui se passe dans ma vie, c'est qu'à tous les jours, on a des coïncidences, des événements qui se passent dans notre vie, sauf qu'on n'a pas la capacité tout le temps de se syntoniser à ces événements-là parce qu'on n'a pas la profondeur, je dirais, la sensibilité et l'attention pour leur donner de l'importance. Alors que quand on reconnaît que la vie nous parle, et que la vie nous parle à tout instant, à tout moment, puis que tous les événements de notre vie sont là pour nous parler, bon, on constate effectivement qu'il y a une augmentation des coïncidences et des synchronicités dans notre vie, plus on a, parce qu'on y porte attention. Mais je vous dirais que dans tout moment de notre vie, ces coïncidences et synchronicités existent, puis il faut simplement être attentif à elles. Moi, j'en fais référence beaucoup à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est qu'on n'est jamais victime de la vie. La vie nous reflète des événements dans la vie qui nous confrontent effectivement à constater que l'univers veut nous parler à travers l'expérience que nous expérimentons dans notre vie et que plus on en devient conscient, mais plus on est en mesure de pouvoir justement développer cette compréhension
des coïncidences et des synchronicités dans notre vie. Et encore là, la pleine conscience intuitive va nous aider justement par la capacité que l'on a d'être un témoin de ce qui se passe dans la vie, de pouvoir questionner les expériences de la vie qui se présentent à nous, pour être capable justement de comprendre le sens évolutif de chaque chose et de nous faire grandir dans l'idée justement que tous ces événements-là sont associés à une forme de magie qui sont reliés donc à des coïncidences et des synchronicités dans notre vie. Le troisième symptôme, c'est une prise de conscience dans l'alimentation. Souvent, évidemment, on va constater quelque part qu'on n'a peut-être plus envie de manger certains aliments. Je pense entre autres à la viande. On va être plus attentif justement à la conscience émotionnelle qui est associée à la viande, à la maltraitance qu'on peut donner peut-être aux animaux aussi. Donc, on va développer une plus grande conscience vibratoire énergétique des aliments. On va être plus connecté avec la vie qui existe sous toutes ses formes et on aura donc moins envie de manger, par exemple, de la viande, sachant que la viande provient d'animaux qui sont des organismes vivants. Donc, on va être davantage connecté avec une volonté de se nourrir d'une façon plus saine, plus proche du vivant aussi. Il faut se rappeler que le physicien Pop a bien mis en évidence que les aliments se composaient de lumière, tout comme moi, je suis un être qui se compose de lumière. Donc, quand je prends des aliments, ben, qu'est-ce que je fais? Je me nourris de lumière. Et cette lumière-là, bien évidemment, me donne l'opportunité d'augmenter mon champ énergétique ou de ne pas l'augmenter. Alors, si je prends des trucs très gras comme des frites, par exemple, ben, quelque part, c'est pas, je ne mange pas de viande, mais je ne suis pas en train de me donner des aliments vivants, comme si je prendrais une salade, par exemple. Alors, vous voyez que c'est des éléments de réflexion à avoir par rapport à ça, mais c'est certain que l'éveil face à l'alimentation nous amène à développer une sensibilité face aux aliments. Et ça se fait naturellement, je dirais. On n'a pas à pousser ou à forcer la chose à ce niveau-là. On doit simplement prendre conscience que c'est là, tout simplement, à travers le cheminement de notre évolution, de cet éveil-là dont il est question. Il peut y avoir des troubles du sommeil parmi les symptômes qui sont associés à cela. Et ça peut être évidemment beaucoup en liaison avec l'idée que dans une démarche d'éveil, souvent l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va nous amener vers le haut. C'est-à-dire que l'éveil, finalement, favorise un éveil, notre conscience est changée et notre regard vers la vie change, mais en même temps, ça peut augmenter notre concentration d'énergie vers le haut du corps, qui fait qu'on va avoir plus de difficultés à s'endormir parce que justement notre cerveau n'aura pas la capacité de pouvoir justement se mettre dans une position de réceptivité à ce sujet-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment tenir compte, c'est que la pratique de l'enracinement est une pratique importante puisque ça nous permet justement de retrouver nos deux pieds, nos deux jambes et de permettre justement à un processus de sommeil de se faire plus naturellement. Parce que justement, l'éveil peut vraiment amener donc une plus grande concentration d'énergie vers le haut du corps. Souvent, les gens qui se disent en éveil, ben, ils vont avoir envie de méditer, vont avoir envie quelque part de développer davantage cette région-là, ce qui va amplifier en quelque sorte cette concentration d'énergie à cet endroit-là, vers le haut du corps. Puis ils vont avoir encore plus de difficultés donc à se coucher puis pouvoir s'endormir facilement dû à cela. Donc ça, c'était donc le quatrième symptôme. Donc ça va être important donc pour eux d'être vraiment attentifs à travailler justement à renouer contact avec l'enracinement. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, bien important. Quand on fait un processus d'éveil et qu'on veut bien le gérer, ben, on doit vraiment être conscient de la matière. Il faut donc être capable de reconnaître que c'est important de marcher, de faire des activités physiques, d'être vraiment dans la matière pour justement donner un cadre, un rôle à notre corps physique pour qu'il puisse justement puisse se réaliser dans la matière pour éviter donc de se déraciner d'une façon trop importante puisque l'éveil peut favoriser cela et ça, il faut bien être conscient de ça. Le 16e symptôme, c'est une perte d'intérêt envers toute forme de conflit. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on n'a simplement plus d'énergie, tout simplement, à s'investir dans des conflits. On comprend quelque part que les conflits n'ont aucun intérêt et qu'ils ne nous nourrissent pas. Donc, on n'a pas envie de s'y investir tout simplement. Et ça touche un peu cette notion de verticalité dont je parlais tout à l'heure. Plus je suis enraciné, plus je suis connecté avec l'énergie de la Terre et celle du ciel qui circule en moi, plus je suis dans une position de solidité. Et dans cet état de solidité-là,
ben, je peux me permettre justement de ne pas donc investir de l'énergie vers l'extérieur pour me mettre en conflit avec quelqu'un. Je ne suis pas dans un processus où j'ai envie de le faire parce que je suis dans cette position d'alignement. Et la position d'éveil ben, fait que j'ai plus envie de m'investir vers quelqu'un qui va vouloir être en conflit avec moi parce que je vais être dans une position où je vais être dans mon propre espace et je n'aurai pas envie de m'investir, de me dépenser inutilement dans une relation avec quelqu'un d'autre. Conflictuelle, bien évidemment. Le 17e symptôme, c'est une perte d'intérêt envers toute forme de jugement envers l'autre ou envers soi-même. Donc, évidemment, ça touche entre autres la notion de compassion, ça. Hein? C'est-à-dire que plus je suis dans une position où je m'éveille et que j'ai de la compassion pour moi, bien, plus la compassion est présente, moins j'ai envie de juger les autres, moins j'ai envie de me juger moi-même. Je suis dans une position d'acceptation et d'accueil. Ça touche évidemment beaucoup la notion de cohérence cardiaque. On sait que la cohérence cardiaque, elle a été reconnue comme étant une expérience spirituelle, hein, puisqu'il faut savoir que la cohérence cardiaque, elle avait été documentée fortement par les grandes traditions spirituelles autour des techniques respiratoires qu'on retrouve dans le yoga, par exemple. Donc, on a compris que par la respiration, il était possible d'éveiller notre conscience puis de favoriser justement cette forme de compassion-là. Et donc, aujourd'hui, plus récemment, donc la cohérence cardiaque on a reconnu que dans cette position-là de cohérence cardiaque, on était dans une position de compassion plus importante envers soi-même et envers notre entourage. Et je dirais que dans les grandes traditions spirituelles, on retrouve ça aussi. C'est-à-dire qu'on documente les techniques respiratoires comme des moyens de développer la connaissance de soi, la compassion, etc. Donc, c'est quelque chose donc, est tout à fait naturel que dans un processus d'éveil, on ait le désir justement naturel de s'accueillir tel que l'on est et d'accueillir notre entourage tel qu'il est également. On va prendre une petite gorgée d'eau. Le 18e symptôme, une plus grande volonté et habileté à aimer et à donner sans rien attendre en retour et sans raison. Alors, cette idée, quelque part, correspond à quoi? Mais correspond à cette fameuse compassion que je viens de nommer, qui fait que moi, je suis capable de reconnaître que j'ai envie d'un échange en tant qu'être humain, mais un échange qui ne va pas nécessairement reposer sur l'idée que je te donne quelque chose et que tu me donnes quelque chose en échange, mais plutôt sur cette notion d'un échange qu'on pourrait presque dire énergétique. Et que dans ce sens-là, bien évidemment, cet échange énergétique-là fait que moi, je suis davantage détaché envers la relation que j'ai avec la personne qui est devant moi. Je suis plus en relation avec une forme comment dire, d'échange plus universel, où je vais donner naturellement à ce que je peux être envers les autres, en sachant que je vais revoir ça comme une espèce de processus naturel, où je ne suis pas focusé sur l'idée que je devrais l'obtenir, mais que je vais obtenir ça comme étant une loi universelle, que je ne questionne pas, que je sais qui existe. Alors ça devient comme une espèce de processus naturel. Le danger, évidemment, de ce symptôme-là, c'est de perdre pied. Perdre pied, c'est de devenir justement trop généreux, trop désireux de vouloir aimer et donner sans rien attendre et en donner trop justement. On sait que socialement parlant, il y a certains êtres humains qui sont très à l'aise à prendre. Donc, il y a un danger ici à faire bien attention que oui, bien sûr, qu'on va avoir cette volonté de donner sans rien attendre en retour et sans raison, mais il y a un danger que les gens qui sont autour de nous puissent abuser de nous et on puisse tomber dans des pièges associés à ce qu'on a connu dans le passé. Donc, de se retrouver avec des gens qui vont justement nous demander continuellement quelque chose et puis que nous, on va se sentir obligé à donner, par exemple. Vous voyez, alors ça, c'est des choses qu'il faut savoir se protéger dans un processus d'éveil. Ça touche encore cette notion d'enracinement où je me reconnecte avec moi-même et je reconnecte avec l'énergie de la terre, celle du ciel, pour vraiment prendre conscience de ma position de puissance et de force. Je ne dois pas sombrer dans une fragilité ou dans une faiblesse émotionnelle parce que je suis dans un processus d'éveil. Je dois apprendre à me protéger dans l'expérience de l'éveil pour qu'elle devienne, cet éveil-là puisse se faire le plus naturellement possible, le plus harmonieusement possible également. Le 19e symptôme, le sentiment d'être connecté à tout et à tout le monde, humains, animaux, nature, planète, univers. Alors évidemment, dans la pleine conscience intuitive, ce que je viens de nommer, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que par la pratique, on arrive justement à constater que la planète est un organisme vivant, l'univers est un organisme vivant, bien sûr, que la nature, ben, c'est animé par de la vie,
les arbres, les fleurs, etc. Les animaux, même chose, et les humains, bien évidemment, aussi. Donc, tout devient un processus naturel de communication et d'échange. Alors, évidemment, dans l'éveil, on n'a pas développé l'apprentissage de la pleine conscience intuitive nécessairement. On peut l'avoir, mais très fréquemment, on va rester à un niveau au niveau intuitif, à un niveau assez limité. Et avec le temps, ben, on va arriver justement à constater que les plantes, que les arbres, que les animaux, que les humains, on peut donc arriver à des niveaux d'analyse de plus en plus poussés, de plus en plus élevés. Et c'est ça un peu que la pleine conscience intuitive va permettre de développer, mais on sait évidemment que la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une méthodologie pour apprendre à développer les habiletés intuitives qui existent depuis le début des temps. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça, d'accord? Donc, c'est un petit peu ce que j'aurais à vous dire par rapport au 19e symptôme. Le 20e, attirant ces connexions fortes vers les animaux et la nature, bien évidemment, on se sent appelé par la vie, on se sent appelé quelque part par la volonté de trouver un rythme qui correspond davantage avec le vivant qui est en soi, et c'est pourquoi qu'on va souvent se sentir attiré vers la nature plus particulièrement. Le 21e point, c'est le sentiment d'extase qui finalement se manifeste à travers ce sentiment de relation avec l'univers souvent. Quand on se sent connecté avec l'univers, on se sent dans un état d'harmonie, un sentiment de fusion, un sentiment d'extase dans lequel on se sent complètement unifié avec la vie et avec l'univers. Alors c'est un peu normal à ce moment-là donc d'expérimenter ces sentiments d'extase et souvent qu'est-ce qui peut être quelquefois dangereux par rapport à ça, c'est qu'on veuille tellement retrouver ce sentiment d'extase-là qu'on en arrive justement à négliger l'incarnation dans le monde terrestre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire bien attention pour, évidemment, ne pas se retrouver dans une position où on devient complètement, je dirais ça comme ceci, spiritualisé. J'ai déjà vu, moi, j'avais été dans un ashram à un moment donné, et il y avait donc il y avait un groupe de gens qui étaient à côté de moi, puis tout le monde semblait rire de quelqu'un qui s'en venait. Et j'ai compris par la suite de qui il s'agissait, c'était qu'il percevait, ce mec-là, c'est un moine tibétain, qui venait de la France, mais il était complètement déraciné. La façon qu'il marchait, les yeux étaient toujours orientés vers le ciel. Alors, il marchait comme s'il lévitait en fin de compte. Donc c'est assez évident qu'il n'était pas du tout enraciné. Et tout le monde riait de lui parce que justement, il avait plein de symptômes qui étaient des symptômes qu'on reconnaissait quelque part comme étant pas normaux. Et quelque part, ben, on riait de lui. Je ne dis pas que c'était une bonne chose du tout, mais je dis ça parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il recherchait? C'était une forme d'extase. Il méditait toute la nuit. Il dormait très peu. Il était constamment dans un processus où il cherchait justement à nourrir quelque part cet état-là de spiritualité. Et évidemment, il n'était pas du tout cohérent dans son corps physique, il n'était pas du tout connecté avec sa réalité terrestre. Et il avait donc une difficulté à donner sens à son corps terrestre dû à cela. Alors ça, pour moi, c'était un peu un excès d'éveil, hein, quand on était un éveillé, mais qu'on n'est plus du tout en train de donner de la valeur à notre corps physique, mais on est en train de perdre quelque part le sens de l'incarnation. Ce que je trouve un petit peu dommage, puisque évidemment, on doit comprendre que l'éveil ne consiste pas à quitter notre corps physique nécessairement, mais consiste justement à donner un sens à ce corps physique-là, à l'existence sur la Terre. Puis avec le temps, bien évidemment, on va peut-être arriver à une autre étape où on va moins voir cette nécessité de faire ça, mais certainement qu'il y a un sens à donner à l'éveil qui est relié donc à la dimension terrestre, à donner un sens à notre existence terrestre, certainement. Donc, c'est un peu les symptômes que je vous disais qui étaient inspirés donc excusez-moi, je ne me rappelle plus son nom. Je vous avais dit tout à l'heure, le nom de la personne, c'est Laura. Hein, c'est-à-dire que j'ai pris un petit article que j'avais lu dans une revue euh, dans lequel elle présentait les 21 symptômes. Donc, j'ai fait simplement la présentation des 21 symptômes qu'elle avait identifiés. Bien sûr qu'on aurait pu prendre le temps de vérifier, de faire une présentation sur d'autres symptômes qui sont plus proches par exemple, Stanislav Grof a pris le temps de faire ça, et ce sont des symptômes qui sont plus reliés à ce qu'on appelle une crise spirituelle, donc des gens qui vont vivre des crises dans le sens qu'ils vont se sentir envahis par une transformation spirituelle, puis ne sont pas capables de donner un sens à leur vie à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vu souvent dans les consultations que j'ai eues. Et c'est certain que dans ces conditions-là, bien évidemment, il faut comprendre toujours la même chose. Hein. Qu'est-ce qui anime l'individu? Pourquoi l'individu est dans cet état de crise-là? Qu'est-ce qui est la perturbation qui anime l'individu? De quelle façon qu'on peut déprogrammer les mémoires qui sont là et de quelle façon qu'on peut
les soigner. Alors, au tout début, je vous ai présenté un exemple d'une femme qui avait un peu un symptôme de crise transpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de renouer contact avec un équilibre psychologique, mais, alors qu'elle était dans un processus d'éveil, une forme d'éveil qui s'effectuait chez elle, mais elle n'arrivait pas à trouver d'équilibre en elle. Donc, ça va arriver malheureusement quand même assez souvent qu'on puisse vivre à travers le processus d'éveil, des périodes d'adaptation, en fin de compte, des périodes où on n'arrive pas à s'adapter aux changements, parce que justement, ces changements-là sont tellement puissants, tellement forts, qu'on n'arrive à pas trouver de solution, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe en l'intérieur de soi. Et c'est là que ça devient important d'utiliser un outil comme la pleine conscience intuitive pour être capable de comprendre ce qui se passe, puisque c'est ça qui va nous aider justement à cheminer à ce niveau-là. Donc, on se dirige donc tout doucement vers les 5 phases de l'éveil. J'avais envie de vous présenter les 5 phases de l'éveil parce que les 5 phases de l'éveil nous donnent des indications sur le processus qui va nous amener justement, qui donne un sens à cette notion d'éveil. Pourquoi s'éveiller en fin de compte, hein? Alors, il y a plusieurs niveaux d'éveil. La première phase d'éveil, c'est celle qui est reliée, qui est reliée à je me suis éveillé, mais je ne suis pas en harmonie, je ne suis pas en contact avec ce que j'appelle moi l'intelligence universelle. C'est-à-dire que je suis éveillé, et je suis éveillé à quoi? Ben, je suis éveillé au fait que je ne suis pas moi, que mon Sylvain Bélanger est une illusion, et je suis éveillé à l'idée quelque part qu'il existe quelque chose qui est autre chose que ça. Ce que je suis là, c'est une illusion. Et ça s'arrête là. Alors, c'est une forme de discours, finalement, qui va être un discours qui ne va pas amener grand-chose d'autre que simplement constater que je suis une illusion et que je ne suis pas vraiment Sylvain Bélanger. Et ça va rester, ça va tourner autour de ça. Alors pour moi, cette phase-là, c'est la première phase, la phase dans laquelle on n'est pas en relation avec ce que j'appellerais le tout. Parce que quand on est relié au tout, on n'est pas dans un processus où on ne fait simplement que constater qu'on n'est rien, parce qu'on va plutôt davantage dire qu'on est tout. Et tout dans le sens qu'on va commencer à reconnaître que on est capable d'interagir avec tout. Et ça, c'est la deuxième phase de l'éveil, c'est-à-dire que je commence à comprendre que je suis en relation avec le tout, donc je peux voyager en moi, découvrir qu'en dedans de moi, il y a plein d'informations que je peux aller chercher. Je peux travailler avec un autre individu et me connecter avec cet autre individu-là et de découvrir qu'il y a plein d'intelligences qui sont en lien en lui. L'arbre, je peux me communiquer avec un arbre et constater que dans cet arbre-là, il y a une forme d'intelligence. Avec un animal, même chose. Dans ce sens-là, vous voyez qu'avec l'univers aussi, donc on commence à comprendre qu'il y a une possibilité de connaissance qui va se manifester à ce moment-là. Et cette connaissance-là fait de moi un être éveillé, capable justement de m'émerveiller, en fin de compte, devant la vie et devant la vie avec le grand V, puisqu'il y a quelque chose de grandiose dans ce processus-là. Ensuite, il y a la phase d'éveil et de déprogrammation de soi. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre évidemment que plus je communique avec le grand tout, plus je commence à comprendre quelque part que moi, si je veux aller élargir mon éveil, favoriser un éveil encore plus grand, mais je dois poser un regard sur moi pour déprogrammer les limitations, les programmations qui sont en moi pour me permettre de me dégager de mon histoire personnelle et des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies qui peuvent m'habiter et qui vont faire que je vais pouvoir renouer contact avec l'essence fondamentale de qui je suis, qui vont me permettre de vraiment déployer la lumière de qui je suis d'une façon beaucoup plus importante. Donc ça, c'est la troisième phase de l'éveil. La quatrième, c'est la phase d'éveil et l'alignement, c'est-à-dire que parce que je me suis libéré de mes programmations, de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale et des mémoires d'autres vies, de l'histoire de l'humanité en quelque sorte, ben là, je peux m'aligner avec mon âme, avec mon soi supérieur. Et dans cet alignement-là, bien évidemment, je peux vraiment incarner la mission de vie, de ce sur quoi je suis venu sur Terre, à ce moment-là, d'une façon claire, nette et précise, quand je me suis dégagé, libéré de toutes les programmations et les limitations qui pouvaient m'empêcher de me permettre de me réaliser en tant qu'être humain. Et la cinquième phase, c'est la phase de la fusion, dans laquelle je vais renouer contact avec mon âme pour fusionner avec elle et me retrouver dans une position où je suis un peu dans une forme, ce qu'on pourrait appeler une forme d'illumination, c'est-à-dire une position où j'ai réunifié, je me suis réunifié au grand tout en fin de compte, et dans ce sens-là, bien évidemment, j'ai atteint une certaine forme de réalisation. Alors, vous voyez, c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager concernant les fameuses 5 clés de l'éveil. Et évidemment, vous pouvez peut-être avoir des questions ou des commentaires, des réflexions. Évidemment, ça me fait faire plaisir d'y répondre. Alors, je n'avais pas pris le temps encore de regarder les commentaires qui avaient pu être écrits. Donc, je vais aller voir sur Facebook maintenant qu'est-ce qu'il y a comme commentaires, s'il y a des commentaires. Alors, bonjour à tous. Donc, on va regarder ça un petit peu. Bonjour à tous. Je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais je le dis maintenant à l'instant pour ceux qui sont là.
Donc, il y a des questions qui sont posées là. Bon, comment faire pour s'en sortir, ce triangle bureau, victime, etc. C'est la première question que je retiens. Est-ce que vous aidez au niveau psychiatrique? Alors évidemment, moi, mon rôle n'est pas de faire un travail psychiatrique. Moi, mon rôle, c'est de donner de l'information aux gens, à quelque part, qui vivent des expériences, par exemple, spirituelles, et de leur donner une compréhension par rapport à ce que je perçois à travers eux. Alors, donc, dans ce sens-là, quelque part, c'est ça que moi, je vais chercher à faire dans une lecture intuitive. Donc, de faire, donc, de comprendre ce qui se passe, de déprogrammer les mémoires qui peuvent être perturbatrices et de soigner pour amener donc une transformation. C'est ça que je vais chercher à faire lorsque je fais un soin dans un travail avec une personne qui fait un travail, qui cherche donc à faire un travail à mieux intégrer en fin de compte la crise transpersonnelle. Il y a beaucoup de gens, on fait référence à la psychiatrie, mais Stanislav Grof s'est beaucoup intéressé aux crises transpersonnelles. Il avait reconnu évidemment qu'il était fréquent que des gens qui sont dans un processus d'éveil puissent vivre des crises transpersonnelles, des crises spirituelles. Ça a été répertorié. Il y a même eu des spiritual emergency, des endroits pour justement favoriser, faire face à des gens qui ont des urgences spirituelles, donc qui étaient en crise spirituelle, qui ne savaient plus fonctionner d'une façon normale. Et il y avait donc toute une démarche qui était effectuée à travers cela. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai vu, par exemple, des gens qui se disaient, par exemple, possédés. Ça m'est arrivé. Puis évidemment, ces gens-là, quelque part, bon, sont tellement prisonniers de la croyance d'être possédés. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ils sont tellement pris là-dedans qu'ils ne sont pas capables d'envisager que d'autres voies ou d'autres informations, d'autres compréhensions que celle d'être possédé. Donc, l'idée d'être possédé, c'est un peu comme une position de victime. Hein. Je suis possédé, je suis vraiment malchanceux, je suis possédé par quelque chose, c'est vraiment emmerdant. Et les gens vont souvent pas avoir la curiosité, je dirais, de s'ouvrir à d'autres compréhensions qui peuvent être des fois davantage sur des causes énergétiques, par exemple, et des causes psycho-émotionnelles associées à leur histoire personnelle, histoire familiale ou mémoire d'autres vies, qui vont expliquer le processus. Plutôt que de simplement se mettre dans une position de victime, on peut commencer à comprendre que la position de victime n'est pas une position justement qui est constructive. La position quelque part de collaboration, de comprendre que nous participons à un processus et que la loi d'attraction, l'univers, nous reflète des choses pour nous obliger justement à faire un travail sur soi. Et ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup travaillé. C'est ça. Pourquoi j'ai beaucoup travaillé, moi, dans ma démarche avec les gens dans des situations de crise spirituelle, entre autres aussi. OK, donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions ou qui auraient envie, effectivement, que je propose de faire une petite lecture, démonstration avec eux. Donc, évidemment, je vais valoriser les gens qui sont dans la salle virtuelle. S'il y a donc un intérêt pour qu'on le regarde, que je réponde à des questions concernant la pleine conscience intuitive et une situation d'éveil ou une question sur la vie en général que vous pouvez avoir sur votre propre vie. C'est comme vous le souhaitez. Et si c'est le cas, bon, ben évidemment, je vais prendre le temps à regarder. OK. Je vis de grande synchronicité sans pour autant voir où cela va me mener. Je suis très attiré pour faire le bien autour de moi. OK, Christiane. Est-ce que tu aurais donc des questions par rapport à ça? Est-ce que tu voudrais que je regarde qu'est-ce que je perçois pour toi, Christiane? Alors, donc, je suis dans deux salles, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a effectivement Facebook aussi, il y a des gens qui sont intéressés. Donc, Christiane, si tu as un intérêt, ou Cléo, voilà, bon. Euh, Oui, Clio, on peut faire un peu ce qu'on veut, surtout dans ce programme, dans ces propositions de programme. On peut donc faire un travail sur l'alignement et l'éveil, mais et ensuite reprendre par exemple l'auto-guérison. Tout à fait. C'est deux programmes qui existent et il y en a trois. Il y a Harmonie des émotions également qui existent aussi. Donc c'est les trois programmes. Les trois programmes vont pas regrouper l'ensemble de la formation personnelle, mais vont en prendre une bonne partie. Et pourquoi c'était conçu ces programmes-là? C'est tout simplement pour accompagner des gens dans une démarche. Alors, la démarche numéro un, c'est l'alignement et l'éveil, c'est l'auto-guérison. Donc, de favoriser un travail d'auto-guérison sur soi. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a des consultations qui sont proposées et des enseignements en ligne. Et les gens vont effectivement donc être accompagnés tout au long de la procédure d'auto-guérison. Ils vont apprendre à développer les habiletés d'auto-guérison sur eux-mêmes, tout en étant accompagnés par des lectures intuitives et des webinaires avec moi.
Donc ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, Harmonie des émotions, c'est qu'on apprend donc à faire un travail sur l'harmonie des émotions à travers une série de 5 modules d'enseignement en ligne. Et encore là, avec des webinaires et des mini-consultations, je vais accompagner la personne pour arriver à amener donc un travail sur ses émotions. Et Alignement et éveil, c'est un travail davantage orienté sur l'aspect spirituel. Donc on travaille sur l'alignement de l'âme au niveau du soi supérieur et évidemment travailler en collaboration avec les guides. Alors à ce moment-là, encore là, on cherche à accompagner la personne dans un processus d'éveil à travers ces deux enseignements-là. Et comme vous le savez, d'ici, on est le 4 juillet, d'ici le 7 juillet, il y a un prix spécial parce que justement, après ça, il va y avoir un changement de prix qui s'est déjà prévu depuis un certain temps, mais j'avais donné la chance aux gens qui étaient inscrits dans mon mailing list de pouvoir bénéficier de ça. Mais bon, les gens qui sont sur Facebook qui seraient intéressés pourraient me contacter aussi. Alors, il y a donc un prix spécial pour les programmes d'auto-guérison, harmonie des émotions ou aliment et éveil. Et ceux qui sont intéressés, bien, vous avez simplement à aller jeter un coup d'œil sur le site thérapie-intuitive.com et vous allez voir que ce programme-là, c'est 295 € actuellement, le prix qui est proposé. Et il va être donc augmenté parce que là, vous avez plusieurs mini-consultations, donc le prix va être augmenté significativement à 495 € pour cette même proposition-là. Donc, c'est peut-être avantageux pour ceux qui sont intéressés d'ici le 7 juillet. Donc, je vais bien, mais pas de questions réussies. Mes lectures, mes déplacements m'attirent vers des guérisons, miraculeuses. Tu vois, ce que je sens de toi, Christiane, dans un premier temps, c'est que il y a c'est un peu comme un cri du cœur, comme ça je pourrais dire ça. Le cri du cœur, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le cri du cœur, c'est comme si je sentais qu'au niveau de ton alignement avec ton âme, là, il y avait comme une forme de souffrance. La forme de souffrance, c'est que tu ne veux plus te casser la tête. C'est comme ça que je pourrais dire ça. Et ne plus vouloir se casser la tête, c'est se retrouver dans une position où on commence à se donner, je dirais ça comme ceci, de la valeur en tant qu'être humain. De la valeur en tant qu'être humain, c'est de passer par une forme de guérison par la foi ou une forme de démarche plus spirituelle dans laquelle l'aspect intellect passe moins, est moins présent. C'est ça un peu que je dirais dans un premier temps. Et que tout ça, quelque part, ça rejoint évidemment pourquoi c'est là, parce que quelque part, toi-même, tu es dans un processus où tu reconnais que ton mental n'est pas efficient. OK? Alors, c'est pour cette raison-là que tu utilises cette voie-là, ce chemin-là, pour te donner l'opportunité à donner de la valeur. Puis moi, ce que je te dirais, c'est que dans ce processus-là, le danger que je vois, c'est de perdre de pied dans, tu sais, avoir foi en quelque chose, c'est très bien. Maintenant, est-ce que j'ai foi en quelque chose ou est-ce que je suis en train de m'illusionner? Alors, je dis ça comme ça pour bien faire comprendre la différence entre les deux. Il faut faire attention entre avoir la foi et, et se faire illusionner, c'est-à-dire croire en quelque chose qui n'existe pas, par exemple, se faire avoir. Alors, je pense que c'est important pour toi de bien t'assurer justement que dans une démarche, la démarche que tu veux faire est une démarche justement dans laquelle tu veux un minimum de résultats et ce minimum de résultats implique justement que tu sois capable de reconnaître que tu es deux pieds sur le sol et que tu veux justement voir des changements, avoir des transformations qui soient applicables dans ta réalité terrestre et qu'elles ne soient pas simplement applicables dans un monde subtil, pourrait-on dire, dans une hypothèse subtile. Je ne sais pas si tu me comprends par rapport à ça, Christiane. Alors, je vais te laisser le soin, Christiane, de me revenir. Donc, il y a Clio qui me pose des questions. Mais vous, que me conseillez-vous en fonction de ce que vous captez de moi? Alors, bien évidemment, moi, j'aime pas tellement ce genre de questions-là parce que c'est le genre de questions, quelque part, qui s'adresse à moi comme si j'étais le gourou. Alors, je peux répondre à ça. Maintenant, évidemment, j'aime beaucoup plus, moi, quelqu'un qui s'assume et qui prend une décision par rapport à lui ou par rapport à elle. Mais je vais quand même répondre à tes questions dans la mesure que je peux percevoir quelque chose à ce niveau-là. Alors, Cléo, moi, ce que je te dirais, c'est que je sens.
ce que je dirais par rapport à toi, c'est que je te sens sous tension. Alors la tension, quelque part, c'est, dans un premier temps, d'apprendre à renouer contact avec son corps pour apprendre à détendre nos tensions, pour enlever des tensions, pour se permettre justement de retrouver un certain bien-être à être dans son corps, puis à retrouver quelque part le sentiment de retrouver un potentiel santé aussi dans son propre corps. Donc moi, j'aurais tendance à te dire que l'auto-guérison, ce serait quelque chose de plus judicieux, je dirais. Christiane qui me dit, j'ai la foi plus dans la possibilité pour la guérison d'autrui que pour moi-même. Mais tu vois, Christiane, c'est tout relié à ton identité. L'identité, c'est que quand tu te regardes dans un miroir, tu dois te voir. Et c'est bien évident, vous allez me dire, ben, c'est sûr qu'il faut se voir dans un miroir, mais il y a des gens qui ne se voient pas. Et moi, pour moi, Christiane, tu ne te vois pas. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te vois pas. Tu vois les autres parce que quelque part, ce que toi tu vois de toi n'est pas quelque chose que tu aimes. Et c'est là quelque part qu'il faut comprendre que pour arriver à être capable de porter l'attention vers soi, il faut être capable de porter l'attention vers l'amour que l'on donne envers soi-même. Et cet amour-là, comment on peut arriver à le faire? Mais c'est en acceptant simplement qui on est. Et en acceptant qui on est, ça veut dire quoi? Ça veut dire en acceptant que je m'aime et que parce que je m'aime, ben, je m'incarne dans ma réalité aussi. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça, Christiane. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Ok, j'ai de la foi dans. C'est difficile pour moi. Effectivement, Christiane, puis je pense que c'est là quelque part que tu dois comprendre que te donner de l'amour à toi-même, c'est de donner l'incarnation, du poids d'incarnation à qui tu es. Et cette incarnation, si tu te la donnes à toi, tu vas inévitablement te donner la possibilité d'avoir un impact sur toi face aux autres. Les autres vont comprendre quelque part qui tu es. Je pense que dans ce sens-là, évidemment, tu as les mémoires d'autres vies qui animent dans ton champ énergétique, toi, qui te ramènent à ce que j'appelle la négligence. La négligence, c'est que dans ces autres vies-là, on n'a pas existé. On n'a pas été importante. On a été là pour des gens, mais les gens ne nous ont jamais vus comme étant importants. Donc, on est devenu un peu comme un souffre-douleur, comme quelqu'un quelque part qui est là, mais en même temps qui ne bénéficie, qui n'a pas de raison d'être là finalement. Et je pense que ce serait intéressant pour toi d'être attentive également à ça, pour pouvoir justement reconnaître à quelque part comme dans toi, il y a une femme qui a envie maintenant d'exister. Puis cette idée d'exister, c'est pas d'écouter ce que l'autre a à dire, parce que je pense que tu es quelqu'un qui peut facilement entendre qu'une autre personne a envie d'exister, par exemple, mais que toi, tu as beaucoup plus de difficulté à dire à cette autre personne-là, ben moi aussi j'ai le droit d'exister, j'ai envie d'exister aussi de la même façon que toi, donc je vais exister autant que toi. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile pour toi à exprimer. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça serait quelque chose de salutaire pour toi d'entreprendre une démarche comme celle-là. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a Cléo qui m'est pas revenu. Je sais pas si tu as des précisions davantage par rapport à ce que je te disais. Oui, tout à fait. Je te remercie, Sylvain. Ça, c'est Christian qui me disait ça, donc c'est bien. Donc, on a répondu. Alors, Cléo, je ne sais pas si tu as des précisions davantage ou si j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Et s'il y a d'autres gens qui auraient des questions dans la salle virtuelle de la conférence, bien évidemment, n'hésitez pas, puisque c'est vous qui avez le privilège dans un premier temps. Et pour les amis de Facebook, ben, bonjour à tous. Bonjour Tina, comment ça va? Arnaud et tout ça. Myriam, Myriam également. Et si je regarde un petit peu les questions qui m'ont été posées, puisqu'on a un petit peu fait le tour de l'autre salle. Euh, Question, selon vos soins et reprogrammation, combien de temps entre deux interventions? C'est très variable. Ça va dire, ça va varier normalement entre une fois par semaine à une fois par mois. Donc ça, c'est pour un soin dans un suivi. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui viennent me voir une fois par année, par exemple. Donc ça dépend vraiment, mais en général, c'est un suivi, c'est au moins maximum une fois par mois.
J'aimerais car ce que vous avez décrit de la dame qui était sous emprise de l'homme et de la mer, quels sont les leviers pour s'en sortir et retrouver sa force? Ben, en fin de compte, ce que je te dirais, Laurence, c'est que la dame qui était sous emprise de l'homme et de la mer, ben, en fin de compte, quels sont les leviers pour s'en sortir et retrouver sa force? Je dirais que si on regarde simplement au niveau très, très concret, très, très tangible, et qu'est-ce qui pourrait être fait à court terme, très simplement, c'est la pratique de l'enracinement. La pratique de l'enracinement, sur le site Thérapie Intuitive, vous avez le module 1 qui vous est offert gratuitement de l'enseignement que je donne sous une forme d'enseignement en ligne, et vous avez à ce moment-là la possibilité de découvrir ce qu'est l'enracinement. Alors, si ça vous intéresse, ben, vous avez simplement à vous inscrire et vous allez avoir accès à cette première étape-là et à un enseignement sur le décodage intuitif, c'est-à-dire un petit peu une introduction à l'enseignement que je propose. Donc, ça peut être intéressant déjà de pouvoir commencer à devenir conscient qu'il est possible de faire des voyages en état de soi et qu'il est possible donc de changer notre état en étant davantage conscient de ce qui anime notre être. Déjà, c'est quelque chose qui peut être intéressant en soi. Il y a Beni Hartmony Nadia Benarafa qui me dit: je m'éveille spirituellement, j'aimerais bien savoir ce que vous voyez spirituellement. Mais moi, ce que je dirais, Benny Hart, c'est que je sens quelque part qu'il y a quelque chose, un ménage qui est en train de se faire. Et ce ménage-là implique justement une forme de pardon, un pardon envers soi-même. Envers soi-même, dans le sens qu'il y a quelque chose dans nous que l'on porte à l'intérieur de soi, qui sont beaucoup encore liés à la culpabilité, à une forme de tristesse à l'intérieur de soi, et il faut passer par une forme de deuil. Et le deuil, ben, c'est effectivement se donner la permission de dire, ben oui, j'ai le droit maintenant d'exister dans ma propre lumière. Je ne suis plus obligé de me mettre dans l'ombre. De l'ombre par rapport à d'autres individus, par exemple. Vous voyez, c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Donc, merci à toi, Cléo. Donc, je vais essayer de voir Béné, Art, s'il a quelque chose à me dire là-dessus. Il y a Martine Berthelot qui me dit: ma grosse fatigue due à la fibromyalgie, j'arrive pas à m'améliorer. Qu'en penses-tu? Fais des soins. Merci. Alors là, évidemment, je fais une exagération. Tu es un répondant, Martine, je salue en passant. J'espère que tu vas bien. Ben là, je vois que tu vas pas super bien à ce niveau-là, mais j'espère que dans l'ensemble de ta vie, ça va bien. Donc, Martine, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est que je sens que la fibromyalgie, c'est souvent, ça cache quelque chose, hein. Comme une énergie, quelque part, qu'on n'arrive pas, et ça touche la notion d'éveil, parce que l'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est pure, une énergie de lumière, qui a envie de s'exprimer. Et quelquefois, nous, en tant qu'êtres humains, on va résister à la lumière parce qu'on en a peur. Et dans ton cas, Martine, j'ai l'impression qu'il y a en toi une grande, je dis ça de façon très exagérée, mais une forme d'ambition. Une forme d'ambition qui fait quelque part que tu auras envie d'une réussite. Et que quand on a envie d'une réussite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se bouscule, on s'en demande beaucoup, quelquefois même. Et parce on se bouscule, s'en demande beaucoup, ben à ce moment-là, on se met dans une position de stress, de tension. Et c'est là que j'ai l'impression que la fibromyalgie a pu se manifester. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que pour exister, il fallait quelque part continuellement être dans un état de stress, un état de tension, et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est comme ça, quelque part, que tout doucement, on a commencé à installer cet état-là. Et c'est certain que la première chose que je te dirais, c'est expérimenter le plaisir, Martine. Expérimenter le plaisir, ben, c'est quelque part s'enlever de la pression, s'enlever dans l'idée de faire quelque chose, mais se donner la permission davantage d'expérimenter le plaisir de ne rien faire. Évidemment, je te dis ça, puis je suis conscient que c'est peut-être pas adapté par rapport à ta possibilité de réalité de vie, mais c'est quand même ça que j'aurais envie de te dire. Donc, si tu as envie de me revenir là-dessus, bien évidemment, tu peux me revenir. Et s'il y a d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez m'en faire part. Alors, ce que je voudrais peut-être vous dire pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que sur Facebook, peut-être que les gens me connaissent moins que sur la salle virtuelle que je propose. Mais ce que je vous dirais, c'est que vous avez jusqu'au 7 juillet, en fin de compte, pour ceux qui seraient intéressés à des enseignements avec moi, et même des services de consultation. Pour les gens de Facebook qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi dans un message privé ou aller visiter le site thérapie-intuitive.com. Sachez que d'ici le 7 juillet, donc moi je suis en train de faire des changements au niveau des formules et j'ai
j'ai invité les gens qui étaient déjà dans mon mailing list à cette conférence-ci pour partager donc de l'information, mais également pour dire aux gens, ben voilà, vous avez jusqu'au 7 juillet, s'il y a des gens qui sont intéressés à vous inscrire aux anciens prix. C'est-à-dire que vous avez à ce moment-là des formules d'enseignement assez complètes aux anciens prix qui sont proposés. Vous avez donc, je vous donne des exemples, des programmes auto-guérison, harmonie des émotions, alignement et éveil, ce sont des programmes distincts qui se composent de 5 modules d'enseignement avec plusieurs consultations et des webinaires. Et normalement, c'est le prix qui va être mis en place à partir du 15 juillet officiellement. C'est 495 euros dollar. Là, je le fais à 295 euros ou dollars. C'est l'ancien prix. Pourquoi les changements de prix? Tout simplement parce que les choses se sont faites rapidement à l'intérieur des derniers mois et qu'à quelque part, ben, j'ai constaté justement que les prix que j'avais fait, ben, plein de choses avançaient, plein de choses avançaient, plein de choses avançaient, puis finalement, les prix restaient les mêmes. Donc, il a fallu que j'ajuste. Alors, il y a des formations également en personnel aussi qui peuvent être faites avec des mini-consultations qui sont à des bons rappels, formations professionnelles également. Alors, ceux qui sont intéressés, ben, vous pouvez communiquer avec moi. Ceux qui sont déjà dans la liste de mon site, ben, vous avez déjà les prix, vous avez déjà les informations sur le mail que je vous avais envoyé et vous avez jusqu'au 7 juillet pour ceux qui sont intéressés à y participer. Benny qui me dit, c'est ça, oui, un gros ménage. Voyez-vous la suite quand le ménage est fait et la lumière est là? Ben, moi, ce que je te dirais, Benny, c'est que je ne le sens pas, ça, ce que tu me dis. C'est-à-dire que cette lumière euh, est pas si présente que ça dans ce que je perçois, dans le sens qu'il y a quelque chose comme un pardon à faire et un genre de lâcher prise par rapport à soi à faire, comme si on avait besoin de faire le silence maintenant. Le silence, ben, effectivement, c'est une période où on peut se dire, ben, avec ce silence-là, qu'est-ce que j'ai envie de donner à ce silence-là? Qu'est-ce que j'ai envie de donner, de nourrir dans ce silence-là? Parce que j'ai l'impression que le silence, c'est quoi? C'est cette capacité que j'ai de constater quand dans de moi, euh, j'ai besoin, bon, d'une part, d'un calme, d'une tranquillité. J'ai besoin de retrouver quelque part dedans de moi ma sensibilité, mes émotions, mes valeurs, ma vision des choses, ma façon de voir. Donc, il y a tout ça quelque part. Donc, prendre un papier et un crayon, puis prendre le temps de faire, d'actualiser tout ça, ça pourrait être effectivement quelque chose d'intéressant pour aider à mettre en place un nouveau programme de vie que tu es en train de mettre en place également. Il y a Martine qui me dit, merci Sylvain, je ne peux rien faire donc, à moins que, à moins que maintenant et pour le plaisir. Corps épuisé, et donc je te contacte d'ici quelques jours. Ok Martine, de toute façon, ben, déjà expérimente le plaisir, ça serait déjà quelque chose, c'est toujours agréable quand même. Même si les conditions ne sont pas parfaites dans le plaisir qu'on peut se donner, ça peut être quand même quelque chose de très agréable à s'apporter, à se procurer un plaisir à ce niveau-là. Donc voilà, il y a Laurence qui me dit, oui, moi aussi je suis épuisé et ne sais pas trop quoi faire, car perdu dans le mental, tout bizarre et en autodestruction, mais quel serait mon point fort qui me permettrait de me relever? Je suis au bout du rouleau. Mais je te dirais que c'est la foi, Laurence. Puis en même temps, je te dirais quelque part que la foi t'a amené à cette idée que tu es au bout du rouleau. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je donne comme réponse, mais la foi, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à croire en moi. Maintenant, si je crois en moi d'une façon non réfléchie et que je crois en moi d'une façon trop naïve ou trop spirituelle ou trop convaincue, ben quelque part, je crois en moi d'une façon pas ajustée. Alors, la foi, c'est quelque chose d'important parce que la foi, c'est la foi en quoi? La foi en qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Donc, la question à se poser, c'est à chaque jour, prendre un petit journal intime dans lequel on prend le temps le matin de définir qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous plairait de faire aujourd'hui. Non pas par rapport à ce qu'on a entendu dire de l'un ou de l'autre, mais par rapport à qui tu es. Parce que je pense que Laurence, le problème, c'est là, c'est que la foi que tu peux avoir, tu as la foi envers les autres, mais tu n'as pas la foi envers toi. Et c'est ça un petit peu que je te dirais, c'est de développer la foi envers toi, qui serait vraiment une chose intéressante. Parce que si tu commences à avoir la foi envers toi, ben tu risques d'avoir une position beaucoup plus équilibrée qui pourrait en résulter à ce moment-là. Et c'est dans ce sens-là que je te dirais,
que ce serait peut-être un petit exercice à faire, c'est de développer cette fameuse foi envers toi-même pour renouer contact justement avec le désir de te rendre compte quand dans toi, tu es quelqu'un qui a jamais osé te donner la permission de croire en toi parce que tu as toujours eu peur de ça, parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, on t'a pas enseigné justement à valoriser ce que tu ressentais, ce que tu étais. Et c'est pour cette raison-là peut-être que tu as un petit peu de difficulté à le faire. Donc, oui, merci, merci. Donc, tant mieux, tant mieux. Alors, ce serait peut-être une démarche qui serait à faire pour favoriser donc cette la fameuse notion d'éveil qui est présente. Patrick Cam abstraite. Je développe depuis 2 ans ma quête vers un éveil spirituel. Est-ce que mon côté chaman? Que vois-tu grâce à une canalisation, Sylvain, s'il vous plaît? Ce que je dirais dans un premier temps, c'est comme un genre d'éloignement. C'est comme ça que je pourrais décrire entre le corps physique et la dimension spirituelle. Comme s'il y avait un alignement, un désalignement en fin de compte, hein, quelque part, quelque chose de trop lointain entre les deux, euh, qui est de l'ordre de l'étranger. Je suis étranger à moi-même, voilà. Et pourquoi je suis étranger à moi-même? C'est parce que j'ai pas accepté finalement de renouer contact avec qui j'étais. Un peu comme quelqu'un qui voudrait être autre chose. Et parce que je voudrais être autre chose, ben, je ne me donne pas la permission d'être qui je suis. Et qu'est-ce que je suis? Ben, je suis un être justement qui a une grande, grande sensibilité et je dois apprendre justement à accepter cette sensibilité-là pour lui donner un sens à cette sensibilité-là. La sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est être capable justement de reconnaître que je suis très sensible et parce que je suis très sensible, ben, je suis capable donc de, 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 de me connecter avec moi-même, je suis capable de me connecter avec les autres, je suis capable de comprendre qui je suis capable de comprendre les autres. Et je pense que ça demande une forme de maturité d'être capable de faire ça. Et c'est ça un peu que je sens qui est la difficulté pour toi, Patrick, c'est que il y a quelque part en toi une hypersensibilité qui fait que tu es hypersensible à ce que tu ressens et ce que tu vis en dedans de toi, et tu es hypersensible à ce que les autres peuvent te faire vivre aussi. Donc, ça fait que tu deviens un peu comme dans une impasse. Et cette impasse-là, le seul moyen pour toi d'apprendre à t'en sortir, c'est de te donner la permission de reconnaître que toi, tu as le droit d'exister et que le fait d'avoir le droit d'exister fait que tu n'as plus à être tout le temps en train de tenir compte à quelque part de ta sensibilité. Tu sais, par exemple, si je dis je m'en vais à gauche, ben je peux être sensible et être triste parce que je m'en vais à gauche puis je m'en vais pas à droite, mais je dois aller à gauche quand même. Je dois être capable d'assumer l'action que j'ai choisi de faire, même si ça peut m'attrister de faire ce changement-là parce que je suis conscient que je n'irai pas à droite parce que je vais à gauche. Alors, je pense que c'est ça un petit peu que je sens de toi, Patrick, c'est qu'il y a une nécessité de faire des choix, et ces choix-là, il nécessitent à quelque part qu'il y ait de la déception, qu'il y ait des deuils. Mais c'est normal, les deuils, c'est normal, les déceptions. On doit faire des choix dans la vie, et je pense que c'est ça un petit peu que tu dois apprendre à faire, Patrick. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Et s'il y a des questions, évidemment, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, parce qu'on va arrêter bientôt. Donc, tant pour les gens qui sont dans la salle virtuelle que chez Facebook, de le faire. Tout à fait d'accord avec moi, Patrick. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux si ça peut donc vous aider. Alors voilà, donc je pense qu'on va chercher maintenant à conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions qui viennent très rapidement. Alors, je vous remercie donc d'avoir été présent pour cette petite conférence. C'était découvrir les 5 clés favorisant l'éveil. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui seraient intéressés, parce qu'évidemment, cette conférence-là avait pour objectif aussi d'annoncer que d'ici le 7 juillet, donc les prix, anciens prix d'enseignement allaient être faits avec des propositions fort intéressantes. Alors, ceux qui seraient intéressés, qui sont sur Facebook, ben, vous pouvez toujours me faire part de votre intérêt et je pourrais vous envoyer donc le fameux mail qui a été envoyé donc à mon groupe de gens quelque part avec lesquels j'avais annoncé cette conférence-là. Et puis pour les gens qui sont dans la conférence, dans la salle virtuelle où j'avais annoncé la conférence, bien évidemment, vous savez que d'ici le 7 juillet, vous pouvez vous inscrire à l'un ou l'autre des enseignements, puis vous savez aussi que vous pouvez communiquer avec moi à tout instant, à tout moment, pour, si vous avez des questions, des interrogations, des précisions concernant l'information. Je ne prendrai pas le temps de vous revenir sur tout l'enseignement qui a été proposé puisque vous avez le mail déjà que vous avez reçu. Et ceux qui sont sur Facebook, bien évidemment, vous pourriez me faire part de ça, mais sachez que les prix sont quand même fort intéressants. Vous avez des réductions quand même qui vont des formations qui valent 495 euros dollar, qui sont à 295 euros dollar. Vous avez des enseignements à 99 euros dollar au lieu de 150 euros dollar.
et vous avez des choses comme ça, de plein de petits rabais quelque part qui sont là, qui sont donc dus au fait que l'évolution des enseignements a eu lieu à travers le temps, puis j'ai pas ajusté les prix. Là, j'ai décidé de le faire, donc les prix vont être augmentés. Mais en honneur des gens donc, qui se sont inscrits sur mon site, j'avais décidé donc de dire, ben voilà, ces gens-là avaient donc une dernière occasion pour ceux qui sont intéressés à pouvoir y participer à des prix anciens. Donc voilà, c'était un peu l'idée que j'avais à proposer. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui ont envie de connaître davantage, pour les gens de Facebook, ben, vous communiquez avec moi en message privé. Pour les gens de la salle virtuelle, ben, vous avez donc déjà le mail, donc vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà, donc je vais m'arrêter ici, moi, en vous souhaitant une belle fin de soirée, une belle fin de journée aussi pour ceux qui sont davantage au Québec. Alors, je vous souhaite une très très belle fin de journée, amusez-vous bien, profitez du beau temps et de l'été. Au revoir. Merci Christiane, j'espère que tu as apprécié. Donc tant mieux si tu as bien apprécié, Cléo aussi, et les autres qui ont peut-être été présents dans la salle. Donc moi j'ai arrêté l'événement sur Facebook, donc ceux qui ont envie de pouvoir justement... voilà, excuse-moi, parce que j'ai reçu un message en même temps. Donc, ben, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Et s'il y a des questions, des interrogations pour les enseignements, s'il y a des intérêts d'ici 7 juillet, ben, vous me faites savoir. Sinon, ben, évidemment, profitez bien de l'été. Et puis, voilà, on garde contact. Christiane, s'il y a quelque chose, ben, tu me le fais savoir. Cléo aussi. Et les autres également qui étaient présents. Je vous souhaite une belle fin de soirée à chacun d'entre vous. Au revoir.